Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Consacré à la défense et à la sécurité, le budget 2026 chiffré à 20,3 milliards de dollars américains a été présenté et défendu par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Ce projet de loi des finances a été jugé recevable et envoyé à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale pour toilettage. Ils ont été victimes des pluies des 4 et 5 avril dernier. Plusieurs sinistrés étaient ce mercredi devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa où était entendu en plénière le ministre provincial de la Santé qu'ils accusent d'inaction. La RDC ne va jouer qu'un seul match pour espérer cette fois-ci aller vers la Coupe du Monde 2026. Cette précision découle de la qualification directe du Panama et l'élimination du Costa Rica. On apprend aussi que la RDC a gagné 4 places au classement FIFA et entre dans le top 10 de meilleurs pays du football africain, occupant la 9e place. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal sur Digital Congo pour vous informer. C'est une mesure qui avait été prise pour réduire sensiblement le taux d'insécurité dans la province du Nord Kivu, mais l'opération Armes contre argent a été suspendue sur ordre du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Dans un télégramme parvenu à notre rédaction, Jacquemaine Chabani justifie sa position par le fait que la RDC risque d'être mal vue par les Nations Unies. Selon ce document, le gouverneur militaire du Nord Kivu est appelé à attendre la réunion de cadrage avec les ministères concernés qui pourra mettre un point d'honneur sur cette question. On se rappelle que le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Évariste, avait lancé cette opération il y a à peine quelques jours pour limiter la circulation et la détention illégale d'armes. 59 021 milliards de francs congolais, c'est à ce chiffre que s'élève le projet de loi des finances exercice 2026, soit 20,3 milliards de dollars américains. Les députés nationaux l'ont jugé recevable ce mercredi après qu'il soit défendu mardi par la première ministre accompagnée de quelques membres de son gouvernement. Le texte a été confié à la commission ECOFIN pour approfondissement et toilettage. John Zati. Se fait ce jour à l'Assemblée nationale, le projet de loi des finances exercice 2026 est déclaré recevable. C'était après la présentation par la première ministre Judith Suminwa mardi, revenue ce mercredi, vider les préoccupations soulevées par les députés nationaux. 59 021 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains. Tel est le budget proposé. Comparé à l'année 2025, une progression de 16%. D'après la première ministre, le budget 2026 repose sur 5 priorités majeures: sécurité et défense, 11 896 milliards de francs congolais, développement économique, agriculture, industrie et infrastructure, 11 972 milliards de francs congolais, éducation avec la poursuite de la gratuité de l'enseignement de base, 6 657 milliards de francs congolais, santé universelle, 5 579 milliards de francs congolais, protection sociale, 1 211 milliards de francs congolais. Aimé Boji, président de l'Assemblée nationale, a confié le texte à la commission économique et financière de l'Assemblée nationale pour examen approfondi. La commission a 14 jours pour produire son rapport. Et puis ce démenti formel qui nous vient de la cellule de communication du commerce extérieur qui tient à remettre le pendule à l'heure au sujet d'un article publié sur Facebook mettant en cause la régularité dans la mise en place des cadres à la division provinciale du commerce extérieur du Lualaba. Le secrétariat général du commerce extérieur rejette en bloc ce qu'il qualifie d'insinuation contenue dans cet article, selon lui, vise seulement à saper les efforts fournis au niveau du ministère du Commerce extérieur. Suivez la lecture de ce communiqué avec Obed Kambale.
Le secrétariat général du commerce extérieur a pris connaissance par la voie des réseaux sociaux d'un article tendancieux diffusé sur Facebook mettant en cause la régularité de la récente mise en place des cadres au sein de la division provinciale du commerce extérieur du Lualaba. Afin de rétablir la vérité et préserver l'image de l'institution, la cellule de communication apporte les précisions suivantes. 1. De la légalité de la mise en place. Cette décision s'inscrit strictement dans le respect des dispositions de l'article 5 du décret numéro 024/11 du 24 février 2025 portant réglementation d'administration relative à la carrière des agents des carrières des services publics de l'État. 2. De l'opportunité de la mise en place. L'essor économique de là-bas, province stratégique grâce à ses ressources minières qui attirent de plus en plus d'opérateurs économiques tant étrangers que nationaux, nécessitant un encadrement administratif performant pour accompagner l'accroissement des flux d'import, export et de transit, il était crucial d'insuffler une nouvelle dynamique en désignant des animateurs à même d'implémenter la vision du ministère fondée sur la promotion du commerce extérieur. Aussi, l'administration du commerce extérieur s'était dotée du nouveau cadre organique depuis le 5 février 2024. 3 des irrégularités évoquées. Il s'agit d'une erreur matérielle imputable au défaut de transmission en cas utile par la division provinciale des situations administratives actualisées des agents et cadres. Toutefois, ce cas a été signalé auprès de l'autorité compétente, en l'occurrence Madame la gouverneure de province du Lualaba. Aussi, il s'y est de préciser que les cadres concernés par ces cas n'ont pas été promus par son Excellence Monsieur le ministre du Commerce extérieur, car ils étaient déjà chefs de bureau. Au sujet de la mutation de l'ancien chef de division, celui-ci a été régulièrement affecté au secrétariat général conformément au texte en vigueur et aucun recours n'a été officiellement introduit par lui. Le secrétariat général du commerce extérieur précise que les actes pris par son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, sont conformes aux textes légaux et réglementaires. Ces actes traduisent la volonté du gouvernement de moderniser et d'accroître l'efficacité du service public en cohérence avec la vision portée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Et puis cette descente du vice-premier ministre en charge de la fonction publique dans la ville de Kananga, dans le Kasaï central, au début de semaine. Jean-Pierre Liaou est arrivé sur place pour sensibiliser les agents et cadres de la fonction publique aux différentes réformes engagées par le gouvernement en matière de l'administration. Tishik Sangui pour les précisions. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, poursuit sa tournée de terrain dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique. Lundi 17 novembre 2025, il a foulé le sol de Kananga, chef-lieu du Kasaï central, accueilli avec ferveur par les autorités locales, les agents publics et la population. Objectif principal de cette mission, sensibiliser les agents et cadres de l'administration publique aux différentes réformes engagées par le gouvernement de la République. Je suis venu pour sensibiliser les agents et fonctionnaires de l'État sur les différentes réformes que nous portons actuellement à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République afin de redresser notre administration publique. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a appelé à un engagement collectif pour réussir cette réforme qui vise à moderniser l'État et à replacer le fonctionnaire au cœur du service public. Le président de la République nous a demandé de mettre sur pied un système de sécurité sociale garantissant la dignité et l'honneur à chaque fonctionnaire après sa carrière. Et c'est ce que nous avons fait à travers le renforcement de la CENSA, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Cette démarche s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une administration performante, responsable et proche du citoyen. Nous avons compris qu'il y a beaucoup d'avantages, même quand quelqu'un va aller dans la retraite, il y a beaucoup d'avantages qu'il va gagner juste après sa retraite. Nous sommes satisfaits en tant qu'agents de l'État responsable de tout ce qui s'est passé vraiment aujourd'hui.
Et c'est toujours donc dans ce cadre de cette même mission à Kananga que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du bureau de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, en présence des agents et cadres de l'administration publique. Une fois de plus, Tichik Sandi. Le déploiement de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle, en province se poursuit sans relâche. En mission à Kananga, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du siège provincial de la CNSAP Kasaï centrale en présence des autorités provinciales et des forces vives. Je suis venu ici à Kananga, dans le Kasaï central, non pas pour faire de longs discours, mais plutôt pour agir, poser un acte. Notamment, à l'occurrence, l'acte de la pose de la première pierre destinée à la construction d'une grande agence provinciale moderne qui abritera donc le service de la CNSAP. Ici, en ces lieux, séjour et séjourera l'avenir de cette grande province, Kasaï. Pour le vice-premier ministre, cette construction témoigne la volonté ferme du gouvernement de rapprocher les services et la caisse sociale aux fonctionnaires et retraités de la province. Et vous savez, lorsqu'on parlait d'une retraite, c'était déjà la voie vers la mort. Et c'était mal perçu par les fonctionnaires de l'État. Et aujourd'hui, il y a lueur d'espoir. Et aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État peuvent espérer vivre après leur carrière. Alors je suis content de notre ministre Liaou et des gestes qu'il vient de poser pour la province centrale. Dans son mot, le directeur général de la CNSAP, Serge Mata, a salué l'appui déterminant du gouvernement et le pilotage du vice-premier ministre dans l'expansion provinciale de la Caisse. Notre ambition est de transférer ici toute la modernité infrastructurelle et matériel de Kinshasa. Ainsi, comme l'a souvent rappelé son Excellence le vice-premier ministre, il ne devrait y avoir aucune discrimination en termes de qualité de service, que l'on soit agent public affecté dans la capitale ou en province. On sera à présent à Butembo, dans cette ville du Nord Kivu, pour vous dire un mot sur l'éducation avec cette grande réunion autour de nouvelles instructions édictées par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, notamment sur l'inclusion à l'école et la pédagogie en groupe. Ces questions ont été au centre d'une séance de service présidée par le directeur provincial de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté Nord Kivu 2, Norbert Bissimois, séance à laquelle ont pris part les chefs d'établissement. Reportage sur place à Butembo des Fansingai. Dans la salle flambeau cathédrale, le prophète de Norbert Bissimois Balekempaka, l'IPP à l'intérim Yuma Dile, le diprocope Manyanka Pero, les directeurs du CERNI Mouindo Placide ont encore animé cette réunion à plus de 500 chefs d'établissement des sous-divisions Butembo 1 et 2. Le directeur provincial Norbert Bissimois Balekempaka est revenu sur le plan quinquennal du ministère qui reprend les objectifs stratégiques majeurs. Si le ministre déjà peut concevoir une réforme, peut concevoir un projet, une vision, il est difficile pour le ministre de faire consommer sa vision, de faire appliquer son projet sur terrain, s'il n'est pas passé par les chefs d'établissement que nous sommes, que vous êtes. Il a aussi fait allusion sur la nouvelle citoyenneté, l'inclusion au sein de l'école, l'équité, l'accès. Nous avons eu le temps de parler sur la nouvelle citoyenneté, sur ce qu'on appelle l'inclusion au sein de l'école. Nous avions parlé sur l'équité, sur l'accès. Et donc le plan quinquennal de notre ministère a été bien vulgarisé auprès des chefs d'établissement. L'IPP à l'intérim, le diprocopé, le directeur du CERNI ont déroulé chacun l'actualité de son secteur. Les chefs d'établissement ont été des bons interlocuteurs avec leurs autorités scolaires. Il vient de nous parler aussi d'une méthode que les gens ont ignorée. Il a parlé de la pédagogie à groupe. Cette pédagogie est parmi les rénovations dans l'enseignement que les gens ignorent.
tellement ravis déjà d'être invités d'abord par les autorités. Et dans cette réunion, nous verrons encore d'être édifiés par les autorités de la province. Merci beaucoup. Nous sommes ravis déjà parce que nous allons bien travailler pour que nos enfants soient bien instruits. Le Proved annonce une série de séances de vulgarisation de ses instructions officielles au Nord Kivu 2 dans les jours proches. On reste dans cette ville commerciale pour vous parler maintenant de la journée mondiale des toilettes ce mercredi 19 novembre. Cette occasion, le chercheur Jasper Muindo Katirisa a partagé sa réflexion autour du thème retenu cette édition 2025. Pour lui, les femmes, les filles ainsi que les personnes en morbidité réduite sont encore privées de toilettes sûres. Delphine Sindani l'a rencontré. Jasper Muindo Katirisa, docteur PhD du domaine de recherche en gestion des organisations de santé, spécialité management de services de santé, est parti d'un questionnement à l'occasion de la journée mondiale des toilettes. Qu'adviendra-t-il si par exemple toute la journée les portes de toilettes de votre lieu de travail, de la maison où vous habitez, de l'école où vous étudiez, de l'église où vous priez restent fermées? Ceci nous pousserait, moi et vous, qui m'écoutez maintenant, à chercher ensemble les réponses à certaines questions qui suivent. Comment serait la vie sans toilette à la maison? Comment serait la vie sans toilette à l'école? Comment serait la vie sans toilette à l'hôpital? Comment serait la vie sans toilette dans les magasins? Que feriez-vous si vos amis ou vos voisins n'avaient pas de toilettes? Pourquoi les toilettes sont-elles aussi importantes dans notre vie? Comment garantir que tout le monde dispose de toilettes sûres d'ici 2030? Pourquoi devons-nous changer de comportement à l'égard de l'assainissement? Pour aujourd'hui, les résultats de recherche scientifiques montrent que des milliards de personnes restent encore privées des toilettes sûres, poursuit ce chercheur. Aujourd'hui, les résultats des recherches scientifiques nous montrent que des milliards de personnes restent encore privées de toilettes sûres. Les catégories les plus touchées sont les femmes, les filles ainsi que les personnes à mobilité réduite. Pourtant, ces catégories sont dans toute la société et cela partout. Plus de 3 milliards de personnes vivent encore sans service d'assainissement géré en toute sécurité et parmi lesquels nous avons 419 millions qui pratiquent la défécation en plein air. Nous trouvons que vraiment il y a urgence d'agir pour les toilettes accessibles, pour les toilettes sûres, pour les toilettes résilientes face au changement. Les toilettes sont un droit fondamental lié à la santé. Elles doivent préserver la dignité, l'égalité et la justice pour tous. L'absence des toilettes affecte donc la vie quotidienne, mais ça affecte aussi l'éducation, ça affecte la sécurité de l'être humain, surtout des femmes et des filles. Les toilettes jouent un rôle très crucial pour prévenir les maladies. Le thème retenu pour cette édition 2025 est « Nous aurons toujours besoin des toilettes ». Retour à Kinshasa, où après près de 6 mois, après les pluies diluviennes du 4 au 5 avril dernier, plusieurs familles sinistrées ont manifesté ce mercredi devant l'Assemblée provinciale. Ils expriment leur détresse et dénoncent l'inaction du ministre provincial de la Santé, Patricien Gongo, interpellé en plénière par les députés provinciaux, Tristan Goudia et Olivier Abeti. Plusieurs mois après les inondations meurtrières qui ont endeuillé Kinshasa en avril dernier, les sinistrés manifestent toujours leur désarroi. Devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa ce mercredi, ces derniers réclament une assistance durable et dénoncent l'inaction du ministre provincial de la Santé, Patricien Gongo Abakazi. Le ministre aurait distribué aux sinistrés des montants largement inférieurs à ceux initialement annoncés, explique Bienvenu Mwanza, président de sinistrés. Nous reprochons au ministre provincial de la Santé, son Excellence Gongo Patricien, c'est l'inégalité de la distribution de notre indemnisation. Ça s'est passé dans des conditions mauvaises. Il nous donnait des enveloppes fermées.
Il nous faisait signer un document sans une rubrique d'un montant quelconque. Et vous touchez, n'ouvrez pas l'enveloppe et vous faites monter dans l'ambulance. Nous sommes mobilisés pour réclamer maintenant l'insuffisance de notre indemnisation. Ce dernier appelle à l'implication du chef de l'État Félix Tshisekedi pour un éclaircissement sur l'enveloppe prévue pour tous les sinistrés ainsi que pour chaque ménage. Demandons au chef de l'État, le garant de la nation. Nous sommes son peuple. Celui qui avait eu pitié de nous en envoyant des bus, des camions, des ambulances pour nous transporter, nous faire quitter de Nanou, qui sait pour aller à Lumumba, Stade, Tata Raphaël, Martyr, Mandal. Alors c'est à lui de nous aider à savoir combien était l'enveloppe des sinistrés. Combien est sinistré, chaque ménage devrait toucher combien. Suite à cette situation, les députés provinciaux ont décidé d'interpeller en plénière, ce même mercredi, le ministre provincial de la Santé. Cette initiative du député Jared Pandou, élu de Bandalunga, vise à obtenir des éclaircissements sur la gestion du processus d'assistance, à évaluer les mesures réellement mises en œuvre et à vérifier les dispositions prises par le gouvernement provincial pour prévenir des telles situations à venir. Maintenant vers la discipline et la sécurité routière dans la capitale. L'opération Tosaba Tosayo, entendez, respecte-toi pour que tu sois respecté, a été finalement lancée ce mercredi après un report. Le coup d'envoi a été donné depuis le rond-point magasin par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, qui soutient que cette mesure vise à renforcer la discipline routière, encourager les conducteurs au respect du code de la route et améliorer la sécurité dans la capitale. Brandon Bameko, Abel Condé et Hubert Chipoukan. Annoncé pour le 17 novembre, puis repoussé à ce mercredi 19, l'opération de contrôle technique appelée Tosaba Tosayo a été lancée à Kinshasa. C'est le gouverneur Daniel Bumba qui en a donné le go depuis le rond-point magasin. L'autorité provinciale précise que l'initiative vise à renforcer la discipline des conducteurs et le respect du code de la route. En faisant cet acte ici, nous voulons justement mettre fin à des pratiques genre demi-terrain, des autres sortes de prix de manière unilatérale, mais également des tracasseries liées aux agents de transport. Aujourd'hui, ils sont identifiés pour qu'ils puissent faire leur travail. Donc, aucun agent peut se prétendre agent de transport sans être identifié. Occasion pour le gouverneur de Kinshasa d'inviter la population de la capitale à accompagner cette opération en vue de sa réussite. Aujourd'hui, si la norme est observée, nous allons vivre de manière organisée dans un milieu urbain. Donc ici présent, j'appelle à la population de pouvoir accompagner cette campagne parce qu'il avance de l'intérêt de tout un chacun de nous. S'il n'y a pas un accompagnement, si nous comptons les désordres, nous allons périr tous ensemble. Le contrôle technique consiste en la vérification des documents de bord, des permis de conduire et de la conformité des véhicules. Les personnes non en ordre s'exposent à des amendes. Allez, on va dire un mot sur le sport à présent. La RDC est à un pas de la Coupe du Monde 2026 puisqu'elle ne va pas jouer désormais, elle ne va jouer désormais qu'un seul match dans le cadre des barrages intercontinentaux. Ce verdict de dernière minute est attribué à la qualification directe du Panama et l'élimination du Costa Rica, qui ont donc permis à la RDC et à l'Irak de rester comme les deux nations les mieux positionnées au classement FIFA. La RDC ne connaîtra pas son adversaire de mars prochain immédiatement. Il faudra attendre la sentence des rencontres qui opposeront la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie, ainsi que le Suriname, contre la Bolivie, qui d'ailleurs est en pleine forme ces dernières années. Et on a appris dans la journée, la RDC a gagné 4 places au classement FIFA, publié ce même mercredi, passant de 60 à 56e. Ce résultat est le fruit de ces deux performances en barrage Afrique pour la Coupe du Monde, notamment face au Cameroun et au Nigeria. Sur le continent, la RDC intègre le top 10 et se positionne désormais en 9e position, coiffant sur le fil le Cameroun et l'Afrique du Sud.
On va donc y revenir dans nos prochaines éditions. On termine ce journal en international, précisément au Gabon. 9 anciens collaborateurs de l'ex-président Ali Bongo ont été condamnés lundi. Ils sont accusés pour corruption, détournement de fonds publics et blanchiment d'argent. Commentaire Tchichiksandi. 9 anciens collaborateurs de l'ex-président du Gabon, Ali Bongo, ont été condamnés à 2 peines, des prisons allant de 2 à 15 ans. C'est le verdict de la Cour criminelle spécialisée de Libreville. Cette décision intervient 6 jours après la condamnation par contumace de Sylvia et Noureddine Bongo à 20 ans de réclusion criminelle. Les prévenus ont été reconnus coupables de détournement massif de fonds publics, corruption et blanchiment d'argent. L'accusation évoque des crimes financiers qui ont eu lieu pendant les 14 années de pouvoir d'Ali Bongo de 2009 à 2023. L'affaire porte sur un montant total d'environ 4 917 milliards de francs CFA, soit près de 7,5 milliards d'euros. Une somme qui aurait été détournée pour l'acquisition de champs pétroliers, 2 avions Boeing et des biens mobiliers au Gabon, au Maroc et à Londres selon les informations du parquet. La Cour a également exigé aux condamnés le remboursement du préjudice moral subi par l'État. La plupart des accusés avaient été arrêtés lors du coup d'État de 2023, en même temps que Sylvia et Noureddine Bongo. Il s'est dénoté que Sylvia et Noureddine Bongo étaient autorisés par le pouvoir gabonais à quitter le territoire après 20 mois de détention dans le cadre d'une libération provisoire. Depuis, ils se sont installés à Londres et ne sont pas retournés au Gabon pour se faire juger. Initialement prévu jusqu'au 14 novembre, le procès s'est poursuivi jusqu'au lundi dans la matinée. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.